Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations pour celles et ceux qui me découvrent pour la toute première fois. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis SPIA et ingénieur informatique. Aujourd'hui, je vais me consacrer uniquement à vous parler d'un des aspects de mon métier qui consiste justement à mettre sur pied des agents intelligents. Je le fais pourquoi? Parce que je me rends compte que aujourd'hui, on parle beaucoup plus des agents intelligents, de la manière dont on utilise les IA et surtout comment beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube ici, font la promotion de la richesse rapide en utilisant par exemple un outil tel que Claude Code par exemple ou des outils de ce genre d'Anthropic, que ce soit côté Anthropic ou OpenAI et tout le reste. Mais avant d'évoquer ce sujet-là, j'aimerais préciser que mon but est à titre pédagogique. Donc dans ce cadre-là, je ne suis pas dans un but de faire la promotion, dans un sens de faire du buzz, mais uniquement dans le sens de vous apporter les éléments nécessaires à votre compréhension de ce que sont réellement les fondamentaux. Donc les fondamentaux, aujourd'hui, c'est bel et bien de ça dont on va parler concernant les agents intelligents. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. La question des agents intelligents est très importante et essentielle, évidemment, parce que depuis la mise sur pied de l'IA moderne dans la forme dans laquelle on utilise aujourd'hui l'IA avec une interface conversationnelle, nous allons de plus en plus vivre et interagir avec les IA, les agents intelligents notamment. Et il est donc essentiel justement de comprendre comment fonctionnent dans le cœur principal les agents intelligents. Et pour comprendre cela, en ma qualité je vais rappeler une fois de plus, sans non plus me vanter, mais d'expert dans ce domaine-là, je dois revenir aux fondamentaux qui sont les bases scientifiques, les bases mathématiques et les bases de l'ingénierie informatique. Mettre sur pied, par exemple, donc je vais essayer d'être le plus terre à terre possible. Donc, je ne vais pas vous perdre avec un certain nombre de mots-clés, comme des fameuses espèces sur les plateaux télé. Le but, c'est vraiment d'aller dans la compréhension le maximum le plus possible. Donc, mettre sur pied, par exemple, un agent intelligent, de type Claude Code, par exemple, d'accord? Ça nécessite, comme je disais, une connaissance en matière scientifique, donc clairement concept mathématique, et également aussi en matière d'ingénierie informatique. Pour évoquer la première partie, donc concernant l'aspect mathématique, l'aspect scientifique, il faut savoir que déjà à la base, il faut comprendre la définition tout simplement de ce qu'on appelle un agent intelligent. Un agent intelligent, c'est quoi? C'est une IA qui est plongée dans un environnement, d'accord? Un environnement peut être matériel, donc physique ou virtuel. Un logiciel, un software par exemple. Et dans cet environnement-là, l'agent intelligent doit faire un certain nombre de tâches, doit effectuer un certain nombre de tâches. C'est-à-dire que pour que l'agent nous soit utile, d'accord, il doit effectuer un certain nombre de tâches. Pour que ces tâches-là soient réalisées, il nous faut premièrement que l'agent soit en capacité d'observer au préalable l'environnement en question, observer parce que l'agent possède des capteurs, on va dire des outils, est doté d'outils capables d'observer l'environnement, ce qu'on va appeler en anglais les sensors, d'accord, entre guillemets, en français les capteurs. Et une fois cette capacité qu'a l'agent d'être capable en mesure d'observer son environnement, ce qui va lui permettre de continuer sa tâche, c'est-à-dire maintenant de traiter l'ensemble des événements. Ici, on va appeler dans ce vocable des événements, d'accord? Des événements captés au cœur de son traitement. Et dans son traitement, c'est ce qu'on va parler, c'est ce qu'on met généralement dans l'ensemble de traitement de données, traitement de la data, modélisation mathématique, modélisation via les modèles, etc., statistiques et tout le reste. Mais ça reste toujours le cœur de l'intelligence, cette fois-ci, de l'agent intelligent. Et à travers ce traitement-là,
à la fin, il doit y avoir un ou plusieurs ensembles de sorties qui vont permettre à l'agent de dire, bon voilà, en fonction de ce que j'ai observé, voici l'action recommandable, la plus recommandable que je devrais effectuer dans l'environnement, bien sûr, en question. Et l'environnement en question recevra l'action que l'agent intelligent va envoyer à cet environnement-là. Et la boucle ainsi va se faire, ainsi de suite. Donc, vous avez quoi? Vous avez une IA qui est en permanence en contact parce qu'il y a les capteurs qui sont capables de percevoir l'environnement. Et à partir de ces perceptions-là, l'agent intelligent traite les informations. Après traitement, il y a une ou plusieurs actions qui sont effectuées dans l'environnement, répercutées, qui se répercutent dans l'environnement, et l'agent continue son travail. Voilà le principe de fonctionnement d'un agent intelligent qui est en permanence plongé dans son environnement. Pour vous donner un exemple très concret, par exemple, pour celles et ceux qui font du développement informatique avec Claude Code, par exemple, vous utilisez Claude Code qui est branché avec votre environnement, par exemple IDE de développement, VS Code, par exemple Visual Studio, qui a en permanence le visuel sur vos fichiers de développement. Donc, lorsque vous promptez, lorsque vous envoyez une information à Claude Code, Claude Code est capable, et il le fait, vous le voyez même, d'aller explorer ici, justement, par le principe de perception, d'explorer tous vos fichiers, et par sa perception, justement, de récupérer l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour son traitement, et après traitement, donc vous voyez le processus de thinking, qui, après, maintenant, se substitue par les actions que Claude Code recommande qui parfois vous sont proposés à l'écran et vous validez pour qu'il puisse continuer sa tâche, et ainsi de suite. Voilà donc comment fonctionne un agent intelligent. Ça, c'est dans un cadre virtuel, mais c'est aussi le même principe dans un cadre matériel où vous avez cette fois-ci un robot, une voiture autonome par exemple, ou un objet qui va se déplacer et qui va effectuer un ensemble de mouvements, etc. C'est le même principe de la perception, c'est que l'agent est bourré et doté des capteurs qui observent l'environnement en permanence, et à partir des signaux récupérés, le programme informatique, le modèle qui est inséré au sein de l'agent va être capable de traiter ces signaux-là et renvoyer par la suite des actions recommandables que l'on souhaite. Mais voilà en principe comment fonctionne un agent. Quand je dis maintenant qu'il faut entrer beaucoup plus loin que ça, c'est parce que vous voyez bien que dans ce modèle-là, il y a à la base les concepteurs. Les concepteurs, ce sont donc des personnes qui ont étudié les environnements dans lesquels on devrait plonger un agent. C'est-à-dire que quand on déploie un agent intelligent, on étudie d'abord la question de l'environnement. D'accord? Développer un drone autonome, c'est d'abord observer l'espace aérien où ce drone sera livré, où ce drone va patrouiller en quelque sorte. En fonction des zones géographiques du monde entier, en fonction du climat, ça va influencer la manière de conception. De la même manière, lorsqu'il faut développer un agent intelligent dans un environnement virtuel, donc un software, il faut donc étudier le périmètre d'observation d'espace dans lequel notre agent va être plongé. Claude Code, par exemple, c'est un agent beaucoup plus généraliste, c'est-à-dire qu'ici, généraliste dans le développement informatique. Donc, Claude Code, par exemple, aujourd'hui, vous êtes capable d'effectuer des développements sur un ensemble de tâches, mais liées aux tâches informatiques, du développement du code. Et même dans ce développement du code, vous êtes quand même restreint dans une certaine mesure, parce que le code informatique, par exemple, sur lequel vous travaillez, ne peut pas aller au-delà des prérogatives qui ont été assignées par les concepteurs. Par exemple, si je vous demande d'aller développer une base militaire ou un programme informatique d'espionnage ou un programme informatique basé sur des problématiques militaires ou de ce genre où ça entre vraiment dans un champ militaire. Ça, je pense que vous allez tout de suite être signalé par
Anthropic. Et même si vous entendez dans les journaux que Anthropic est en froid avec le gouvernement américain parce qu'ayant refusé de donner ses accès au gouvernement américain, je peux vous dire que vous allez avoir de sérieux problèmes avec la NSA et le département d'État ou le département d'armée américain. Voilà. Juste pour vous dire que tout agent en fait intelligent est limité par ses capacités, même si dans son déploiement, il y a quand même un certain nombre de tâches assez quand même gigantesques que l'on peut effectuer. Donc, premier point que l'on vient de voir ensemble dans la définition générale de ce que c'est qu'un agent intelligent, de ce qu'un agent intelligent est capable de faire et pourquoi est-ce qu'on restreint quelque part l'agent intelligent à l'environnement, le fait que l'agent intelligent est toujours lié et est toujours en esprit, est toujours en liaison avec l'environnement dans lequel il se situe. Maintenant, alors, jusque-là, je pense que je suis assez très clair. Je poursuis maintenant en disant ceci. Lorsque on doit mettre maintenant, cette fois-ci, sur pied, déployer, donc une fois la conception faite, ayant compris le pourquoi de notre agent intelligent, d'accord, un agent intelligent expert dans un domaine bien précis, déployer maintenant un agent intelligent, c'est pas une tâche si simple. Et beaucoup peuvent en témoigner. Même si là, actuellement, il y a Claude Code, par exemple, de chez Anthropic, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que ça demande une tâche énorme pour nous qui sommes experts ingénieurs derrière, en machine learning, en data engineering, en développement informatique, en cryptographie, en modélisation justement des capacités de graphes d'état. Ça, ce sont des domaines très pointus que l'agent intelligent, en fait, doit posséder pour se considérer à minima dans le sens du niveau de l'intelligence artificielle, d'accord? Même si j'ai toujours refuté ce nom-là, mais admettons. Mais c'est toujours une tâche pas si simple à atteindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, à contrario du développement classique informatique qui se faisait avant, on était sur des modèles déterminés, sur un modèle déterminé. Auparavant, donc avant l'avènement du machine learning typiquement, lorsqu'on développait les softwares, les logiciels, il était quelque part, toute proportion gardée, plus simple d'aller plus vite une fois qu'on avait compris le modèle qui allait être régi au cœur de l'agent intelligent. Parce que le modèle, c'était un modèle statique. Donc, on écrivait les conditions dans lesquelles notre logiciel allait agir, avec des conditions if, else, etc. C'est ce que vous avez toujours vu jusqu'ici lorsque vous étudiez les programmes, la programmation informatique, hein, du code C, du Java, et puis toutes les extensions, les dérivés du code C quelque part. Donc, cette manière de faire était justement basée sur le fait qu'on était dans des environnements statiques ou bien dans des environnements dans lesquels on avait pu déterminer un certain nombre d'éléments statiques. C'est-à-dire que on va dire, bon, à telle condition, dans tel environnement, dans telle observabilité, voici, donc alors, donc voilà, if, then, etc., l'agent, donc le logiciel devrait agir de telle sorte et donc de fournir telle sortie. Ça, c'était le modèle classique. Depuis qu'on a vu comme ça l'avènement du machine learning arriver avec des méthodes beaucoup plus performantes, on exploite maintenant des capacités en mathématiques. Donc, je reviens à l'aspect justement scientifique, mathématique, pour vous dire que on exploite maintenant des modèles d'exploration beaucoup plus efficaces compte tenu de deux choses, de deux paramètres. La quantité d'informations que nous avons aujourd'hui, grâce aux métadata, aux données que nous avons pu déverser sur la toile, d'accord, et la puissance de calcul que nous disposons aujourd'hui à travers le cloud, par exemple, et les serveurs qui sont de plus en plus hyper performants dans le calcul combinatoire. Donc, ces deux paramètres-là, combinés maintenant, au fait qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin dans l'exploration
des modèles mathématiques avancés, à travers par exemple les modèles d'exploration, que ce soit de la logique formelle ou informelle, des heuristiques, d'accord, pour maximiser les coûts. Ces modèles-là sont aujourd'hui accessibles parce que nous avons la puissance de calcul d'une part et les données en quantité suffisante. Maintenant, dit ceci, ça ne veut pas dire que la tâche est toute faite et qu'on a résolu le problème. Non, il faut encore aller beaucoup plus loin dans la compréhension d'exploration. C'est-à-dire que vous avez votre agent intelligent, vous avez l'environnement. L'agent intelligent, grâce à ses capteurs, observe l'environnement, donc a une forme de capacité d'observation. Dans cette vidéo, je mettrai pas en avant la partie qui est beaucoup plus, encore plus poussée, complexe, de comment est-ce qu'un agent intelligent peut interagir dans un environnement non observable. Par exemple, aujourd'hui, si on veut mettre sur pied un robot qui va explorer une planète encore méconnaissable, comment est-ce qu'on devrait s'y mettre et comment est-ce que notre agent intelligent va-t-il interagir dans cet environnement d'une planète dont on ne sait pas les propriétés qui régissent cette planète en question. Ça, c'est encore un cadre beaucoup plus supérieur. Mais dans le cadre dans lequel on s'inscrit aujourd'hui, nous avons quand même une connaissance très poussée de nos environnements. D'où pourquoi je précise bien, et je vous ai donné la définition en préambule du fait que notre agent était plongé dans un environnement observable pour des questions d'accessibilité, de compréhension et bien sûr de pédagogie. Donc, parenthèse fermée, je reviens à ce que je disais. C'est-à-dire que notre agent intelligent observe son environnement et de par sa capacité comme ça constamment à observer l'environnement, la question maintenant que je vous pose, à laquelle on devrait tous se poser quand on conçoit un agent intelligent, c'est premièrement, quelles sont les données à observer? Deuxièmement, ces données, comment doivent-elles être traitées? Et après, dans le traitement, comment devrait-on classifier par un modèle de classification, les actions les plus recommandables. Si vous avez ces trois étapes bien en tête et si vous maîtrisez bien le parcours, justement, observabilité, parce qu'il y a perception, traitement, donc le fameux thinking de Claude Code, par exemple, d'accord, et après les actions. Pour vous donner encore une idée très bien précise, beaucoup de gens pensent que Anthropic, par exemple, ou OpenAI et toutes ces entreprises américaines, startups, affichent sur leurs interfaces le thinking comme étant quelque chose de beauté ou bien de joujou ou bien simplement pour faire écran de fumée. Non. C'est très essentiel pour alors ce qu'on va appeler pousser ceux qui font du développement, encore une fois de plus, ou bien qui font de la recherche, qui en ont besoin. Lorsqu'on vous avez un problème informatique et qu'il faut regarder des logs, par exemple, ça peut servir à ça, pour voir la méthode de raisonnement de votre agent intelligent, d'accord, le reasoning, entre guillemets. Mais en priorité, c'est surtout pour vous indiquer, dans le raisonnement de l'agent intelligent, comment l'agent s'y prend réellement pour, premièrement, analyser votre demande à la suite de votre prompt, d'accord, de votre question, et par la suite de comment est-ce qu'il va produire la réponse en retour, une réponse qui peut-être ne vous satisfera pas, mais vous montre à quel point il est capable de produire un événement, d'accord, même si j'oublie, il faut voir ces mots, un événement probabiliste, d'accord, c'est toujours dans un champ probabiliste. Et le mot probabiliste ici a toute son importance parce que nous sommes justement dans le cœur des probabilités et dans la vraisemblabilité. C'est-à-dire que il n'y a pas, comme je le disais, contrairement au modèle classique de développement d'un logiciel classique, lorsqu'on avait un modèle prédéfini, avec des règles, des conditions prédéfinies. Ici, on est dans un modèle probabiliste stochastique énormément parce que nous avons une grande masse de quantité de données et cette grande masse de quantité de données est aujourd'hui quelque part accessible parce que nous avons des serveurs et de la quantité de puissance, une puissance combinatoire assez puissante pour aller
calculer aussi rapidement et s'en approcher des résultats les plus probabilistes. L'informatique quantique est en train d'arriver. Je vous recommande déjà de vous intéresser dès aujourd'hui à de l'informatique quantique parce que ça va donner encore aux agents intelligents une puissance encore beaucoup plus accrue et très intéressante pour nous autres parce que le modèle thinking que vous avez aujourd'hui, lorsqu'on mettra sur pied des ordinateurs quantiques, on ira encore beaucoup plus loin dans le raisonnement. Et c'est le cœur, c'est la bataille qui est en train d'être jouée, qui se joue actuellement entre toutes les grandes entreprises, que ce soit américaines et chinoises, au niveau du raisonnement. Celui qui détiendra justement le meilleur raisonnement, et là, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus, et les experts, un bon nombre d'experts en tout cas, Sakod a dit, et moi j'en fais partie, que Claude Code, par exemple, je développe avec Claude Code au quotidien, a une avance claire et nette sur ses concurrents quant à sa capacité de démontrer une forme de raisonnement beaucoup plus avancée. Et même si l'armée américaine vous dit que Anthropic a refusé de collaborer avec eux, je peux vous dire que quelque part derrière, il y a sans doute des modèles copiés et bien évidemment beaucoup plus puissants de Claude Code. Mais toujours est-il que d'un point de vue pratique, la bataille se joue aujourd'hui au niveau des agents intelligents sur le raisonnement. Parce qu'aujourd'hui, ce raisonnement-là d'un agent intelligent, il doit être à la fois non déterministe et avoir une capacité émergente. C'est-à-dire que quand on dit non déterministe, vous ouvrez votre session, d'accord, vous avez vos fichiers et vous avez Claude Code qui est intégré à votre environnement, à votre interface. Donc Claude Code a accès à vos fichiers. Vous posez une question en langage naturel, d'accord. Claude Code, qu'est-ce qu'il fait? Il observe l'ensemble de vos fichiers, il prend votre question, donc observation, perception, et maintenant, il entre dans sa capacité de raisonnement. Et c'est dans sa capacité de raisonnement-là que la différence se fait, parce que c'est à ce moment donné qu'il va être en mesure de déterminer l'action ou les actions les plus adéquates par rapport à votre demande. Et plus on a de fichiers et en fonction de la complexité de nos données, Claude Code ayant été entraîné sur, comme je disais, une vaste quantité de données, je parlais tout à l'heure de l'aspect de machine learning, et par la suite du fait qu'aujourd'hui on a une puissance de calcul assez élevée, les agents intelligents aujourd'hui sont capables d'aller faire des calculs d'inférence beaucoup plus rapides et vous donner les actions les plus probables, donc événements les plus probables, stochastiquement. Et c'est donc par la suite qu'il va vous afficher son thinking et après produire des événements les plus adéquats. Voilà ce qui fait la caractéristique fondamentale d'un agent intelligent. Sa capacité de raisonnement, sa capacité d'observation, sa capacité de traitement et sa capacité de proposer des actions les plus adéquates en fonction de l'environnement dans lequel il est plongé. Je vais m'arrêter là. C'était un bref détail, si vous voulez, de ce qu'un agent intelligent et de ce qu'il est capable de faire et en mesure de produire dans un environnement lorsque l'on conçoit, développe et déploie un agent intelligent. C'est tout pour moi. Mettez un like, publiez cette vidéo et partagez-la. Et je pense que c'est assez compréhensible jusqu'ici. La prochaine fois, on reviendra sur un aspect beaucoup plus poussé encore sur les agents intelligents. Il y en a encore beaucoup de choses à dire, évidemment, sur des aspects scientifiques, mathématiques, mais encore au-delà de ce que je viens de vous dire, bien sûr. Merci les amis, restez concentrés et je vous dis au revoir.